avec professeur Beizri, Hicham, donc chef de service d'endocrinologie, diabétologie de l'hôpital militaire de Marrakech. Et donc, en fait, nous le saluons pour le grand effort qu'il a fait pour nous. Donc, il nous a préparé, en fait, un résumé et un aperçu donc, des musts de Postgraduate Course of EASD qui ont eu lieu, en fait, en novembre dernier à Marrakech avec la présence des experts internationaux. Donc, merci pour l'effort que tu as fait et à toi la parole. Merci, chère Rizlan. Avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation de ce 42e congrès de l'ASMEDIAN de m'avoir invité à partager avec vous quelques moments forts de cet événement. Il s'agit bel et bien du First EASD Postgraduate Course in Clinical Diabetes and its Complications, qui a eu lieu, comme l'a bien rappelé mon ami Rizlan, entre le 8 et le 10 novembre 2018 à Marrakech. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de la formation continue, le First EASD Postgraduate Education Course a été organisé pour la première fois au Maroc, et ceci sous l'égide de l'ASMEDIAN. Et de cette tribune, j'aimerais bien, et je tiens à remercier le président de l'ASMEDIAN, le Dr Hamdoun Hassani, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, et sur le plan, bien sûr, moral et également financier pour l'organisation de cet événement. Alors, comme l'indique la constitution de l'EASD, l'association s'engage non seulement à renforcer la recherche sur le diabète, mais également à faciliter l'application des soins aux patients. Ces cours fournissent des connaissances et une formation pratique par des experts nationaux et internationaux du diabète sur la manière de prévenir et de traiter le diabète et ses complications. Alors, bien évidemment, suite à l'annonce de l'organisation de cet événement, il y a eu la formation d'un comité d'organisation. À sa tête, bien évidemment, il y a le Dr Hassani Hamdoun, qui est le président de l'ASMEDIAN. Il y avait le Dr Sahel Ahmed, qui est le trésorier de l'ASMEDIAN. Mon ami, le professeur Rizlan Mghari. Monsieur Brian Carré, c'est un Allemand, c'est le coordinateur au niveau européen, et moi-même. Alors, bien évidemment, il y avait un panel d'experts, notamment européens, de Pologne, de Belgique, on reconnaît notre chère Christine Vanacker, d'Espagne, de Grèce, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Hongrie, de Suède et également de la Russie. Donc, il y avait énormément d'experts au cours de cette manifestation. Et puis, on n'a pas oublié nos nationaux, puisqu'on était représenté par le professeur Nawar Ansari qui est chef de service d'endocrinologie au CHU Mohamed VI de Marrakech, mon ami le professeur Rizlan Mghari, également du même service, le professeur Bouchra Fakhir, qui est gynéco-obstétrique, qui est au service de gynéco-obstétrique au CHU Mohamed VI, le professeur Inès Louad, qui est également chef de service de néphrologie au CHU de Mohamed VI, et moi-même. Alors, au cours de cette manifestation, il y avait 135 participants, dont 80 Marocains, 40 étrangers, avec 15 experts de 17 nationalités différentes venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Donc c'était un moment d'échange et de collaboration tout autour du diabète et également des complications du diabète. Bien évidemment, cette manifestation a démarré après un mot de bienvenue du président de l'ASMEDIAN, le docteur Hamdoun Hassani, également de la représentante de l'EASD. Et là, c'est juste un aperçu du programme, du riche programme qui a été élaboré par mon ami Rizlan Mghari, donc que je félicite, que je remercie pour les efforts qu'elle a fournis pour l'élaboration de ce programme scientifique qui est très intéressant, très pertinent. Alors, en tout, il y avait 13 conférences et 15 workshops.
Donc c'était consistant comme programme. Et je vais essayer de survoler quelques présentations ou bien quelques conférences qui ont apporté soit des actualités ou bien qui ont débattu des situations très, très pertinentes. Alors, je vais commencer par... Alors, excusez-moi pour la prononciation des noms, parce que c'était un problème pour nous. Alors là, c'est la présentation du docteur Dawrowski de Pologne, qui a fait cette présentation tout autour de la néphropathie diabétique, en insistant sur la prévention, le dépistage et également le traitement. Pardon. Et puis, lui, il pense que malheureusement, la néphropathie ou bien la maladie diabétique, la néphropathie diabétique chronique chez le diabétique n'est pas toujours claire, puisqu'il y a bien évidemment la participation de la néphropathie diabétique proprement dite, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent interférer, notamment l'HTA, les causes rénovasculaires et les autres maladies également du rein. Alors bien évidemment, il y a quelques astuces ou bien des outils sur lesquels on peut se baser pour dire que est-ce qu'il s'agit effectivement d'une néphropathie diabétique ou bien d'une autre maladie rénale. En l'occurrence la persistance de la microalbuminurie, le sédiment urinaire où il n'y a pas beaucoup d'anomalies, la progression lente de la maladie et puis la baisse du DFG en regard d'une protéinurie importante, la présence d'autres complications notamment micro-angiopathiques et puis une durée du diabète qui dépasse 5 ans. Et là, c'est beaucoup plus en faveur de la néphropathie diabétique. Alors, il est revenu dans cette présentation sur les derniers essais cliniques concernant l'intérêt et le bénéfice des nouvelles classes thérapeutiques, notamment les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, concernant le bénéfice en termes de régression de la microalbuminurie ou bien de l'albuminurie tout court et en termes du déclin du DFG. Bien évidemment, vous connaissez les deux études, les deux fameuses études, l'étude LEADER et l'étude EMPA-REG, qui ont démontré que avec les analogues de GLP-1, on peut avoir une régression de la microalbuminurie, mais sans effet sur le déclin du DFG, alors que pour les inhibiteurs du SGLT2, on peut avoir les deux effets, notamment un effet bénéfique sur l'albuminurie, mais également sur le déclin du débit de filtration glomérulaire. Alors là, c'est une autre présentation faite concernant la rétinopathie diabétique. Et je ne reviens pas sur tout à l'heure, Dr Belkhadir a bien détaillé concernant le mode de surveillance et de dépistage de la rétinopathie chez le diabétique. Et je reviens sur cette notion de puberté. Donc, chez les patients en âge péripubertaire, il faut faire automatiquement un examen ophtalmo complet à la recherche d'une éventuelle rétinopathie floride, alors que ce qu'il a proposé, lui, c'est chez les patients diabétiques de type 1 dont le diagnostic a été fait après l'âge pubertaire, on peut attendre les 5 ans, alors que chez le diabétique de type 2, et ça vous le savez, le dépistage se fait dès le diagnostic et la surveillance peut aller jusqu'à une fois tous les ans, voire même une fois tous les 2 ans. Alors, il est revenu également sur la place des anti-VEGF dans le traitement de la maculopathie diabétique. Et tout à l'heure, Dr Belkhadi en a parlé, je ne vais pas insister là-dessus. Et puis, il a rappelé deux études, ou bien la première étude, c'est l'étude FILT concernant la place du phénofibrate dans c'est-à-dire la réduction de la progression de la rétinopathie. Et il a également parlé du risque que courent les patients diabétiques qui sont sous glitazone et qui risquent d'avoir un œdème maculaire. Et là, heureusement pour nous, au Maroc, on n'a pas cette molécule qui n'est plus disponible au Maroc. Alors, la troisième présentation faite par le même orateur qui a traité la question du traitement de l'hypertension artérielle et de la dyslipidémie chez les diabétiques. Il a bien rappelé les dernières recommandations de l'ADA de 2018
Et puis, il a insisté sur la discordance concernant le seuil à partir duquel on peut démarrer un traitement chez un diabétique hypertendu. Alors, selon l'ADA, c'est 140-90 mm de mercure. Et toujours, selon d'autres sociétés savantes américaines, et ça, c'est les recommandations de 2007, alors, selon ces mêmes sociétés américaines, on peut commencer le traitement à partir de 130-80. Et là, c'était un point de discordance entre des sociétés au sein du même pays, comme on dit. Alors, il a également rappelé les guidelines de la Société européenne de cardiologie et d'hypertension artérielle publiée en 2018, en insistant sur les différents grades d'hypertension artérielle et puis l'intérêt de commencer le traitement même chez les patients qui sont diabétiques à très haut risque cardiovasculaire, mais avec une tension artérielle, disons, normale haute. Donc, normale haute, ça veut dire entre 130 et 139 mm de mercure de systolique et entre 85 et 89 mm de mercure de diastolique. Alors, toujours concernant ces mêmes recommandations, donc l'objectif, c'est d'avoir une tension artérielle systolique inférieure à 130, de préférence aux alentours de 130, plutôt inférieure à 130, mais jamais inférieure à 120, et pour la diastolique, inférieure à 80, mais jamais inférieure à 70. Alors, le docteur Mauricio a fait une présentation concernant les derniers essais, ou bien les derniers essais chez les diabétiques concernant la sécurité cardiovasculaire. Il a rappelé la chronologie des différents essais et les études que vous connaissez et qui concernent surtout les nouvelles classes thérapeutiques, notamment les gliptines, les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2. Et puis, la même chose que pour la première présentation que je vous ai montrée. Donc, il a insisté sur l'apport ou bien le bénéfice à utiliser soit les inhibiteurs de SGLT2, soit les analogues de GLP-1 chez les patients à très haut risque cardiovasculaire ou bien ayant une maladie cardiovasculaire avérée. Et puis, l'intérêt d'utiliser les inhibiteurs de SGLT2 en cas d'insuffisance cardiaque. Alors, il y avait également un sujet très intéressant, c'est celui du diabète et grossesse. En fait, il n'y avait pas de recommandations, mais il y avait toujours cette controverse concernant est-ce qu'on va faire un dépistage universel ou bien en fonction des facteurs de risque chez une femme enceinte. Est-ce qu'on le fait en un temps ou bien en deux temps, ou bien on va le faire à la première visite ou bien entre la 24e et la 28e semaine. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse parce que les recommandations sont différentes concernant ce sujet. Alors, il y avait également une présentation concernant le traitement médical de l'obésité. En fait, l'oratrice de cette présentation nous a mis plein de chats. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont assisté à cette présentation, il y avait plein de chats dans cette présentation. Elle a rappelé bien évidemment les complications que risque un patient obèse, ça vous le savez. Et puis, elle a essayé de faire un enchaînement ou bien une sorte de raisonnement sur la compréhension de la physiopathologie de l'obésité. Il y a la vision ou bien la théorie simpliste, il y a plus d'apport et moins de dépenses énergétiques. Elle a rappelé également d'autres facteurs qui peuvent participer à l'apparition de l'obésité, notamment les troubles du comportement alimentaire, l'anxiété, le traitement, les psychoses. Et puis, elle a fini par mettre cette plaque où il y a plein de facteurs, en principe, sur lesquels on devrait agir pour traiter médicalement une obésité. Alors, elle a insisté, ou bien elle a mis une plaque concernant le traitement médical de l'obésité. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle concernant l'Orlistat, le Xenical, qu'on n'utilise plus
au Maroc, à ma connaissance. Moi, personnellement, je ne l'utilise plus. Alors, elle est adhérente, elle est une fervente adhérente à l'utilisation de l'Orlista. Et pour elle, c'est une sorte de dissuasion. Elle donne de l'Orlista pour provoquer une stéatorée si le patient prend des aliments gras. Donc, et dans ce cas, le patient il arrête de prendre des aliments gras et puis il n'y aura pas de stéatorée. Et puis, elle a rappelé également la place de l'uraglutide qu'on aura prochainement comme traitement pour l'obésité, mais à la dose de 3 mg par jour. Alors, il y avait également le côté chirurgical. On ne peut pas parler du traitement de l'obésité sans parler du traitement chirurgical. Et puis, ce qui était nouveau pour nous, c'est ce dispositif, ce qu'on appelle l'endobarrier system. C'est une sorte de bypass, mais non chirurgical. Ça se fait par une fibroscopie et ça permet d'avoir les effets d'un bypass. Alors, la NASH a été également débattue. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que demain, je vous ferai une présentation là-dessus. Et puis, il y avait également une présentation concernant le diabète de type 1 pendant la période de la transition. Et ce qui est très important dans cette présentation, c'est qu'actuellement, on dispose de nouvelles technologies qu'on peut utiliser chez cette population pour améliorer l'état d'équilibre et améliorer leur qualité de vie, notamment les CGM, les pompes à insuline et la transplantation des îlots. Il a insisté également sur, ou bien il a rappelé le problème de la puberté, comme quoi c'est un pourvoyeur d'un état de mauvais équilibre, mais également un pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Et puis, il a également parlé des facteurs qui influencent le succès d'une transition, c'est-à-dire le passage entre l'enfance et l'âge adulte, ou bien l'adolescence et l'âge adulte beaucoup plus, et quels sont les facteurs sur lesquels il faut travailler pour avoir une bonne transition. Alors, j'arrive à ma collègue à la présentation de mon ami le professeur Mrari, qui nous a fait une excellente présentation concernant les dernières recommandations de la prise en charge du diabète pendant le Ramadan. Bien évidemment, elle a rappelé la position divine, en rappelant cette sourate ديال البقرة من 183 حتى 185 concernant le jeûne chez les patients tout court, qu'elles soient diabétiques ou non. Et puis, elle nous a rappelé également les différentes recommandations et les différentes études faites au fil du temps, en insistant sur les dernières, notamment l'IDF DAR de 2016. Et puis, elle a fini par insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait une décision partagée entre le patient et son médecin traitant pour réussir soit le jeûne, soit l'abstention au jeûne. Alors, je vais terminer, je crois, avec la présentation de mon ami le professeur Nawal Ansari, qui a partagé avec nous l'expérience du service dans l'implémentation d'une éducation structurée au sein de son service. Et ça, c'est à travers un planning très, très, très détaillé, très, très bien fait, et les thèmes qui ont été discutés au cours de cette éducation pour le Ramadan avec les patients. Alors, il y avait également l'aspect psychologique, ou bien l'approche psychologique des patients diabétiques qui a été débattue au cours de cette manifestation, puisque le diabète de type 1, que ce soit de type 1 ou bien de type 2, double le risque d'avoir une dépression. La dépression, bien évidemment, est très fréquente chez les diabétiques de type, que ce soit de type 1 ou bien de type 2. C'est un facteur de risque de diabète et de complications, et la dépression est associée à une haute mortalité. Donc, il y avait également des workshops ou bien des ateliers concernant les nouvelles technologies, notamment les pompes à insuline et les CGM,
les smart technologies in diabetes care et également l'usage des technologies chez les diabétiques. Alors, la plupart des présentations ont été faites en anglais. Il y avait une traduction instantanée. Et puis, bien évidemment, il y avait des couacs. Donc, dans chaque manifestation, il y a des couacs, il y a des coulisses, il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Et les participants ne sont pas au courant de ces couacs. Alors, le premier couac, c'était le décalage horaire. Alors là, c'est M. Brian. Il est arrivé, je crois, vers midi. Et on avait rendez-vous avec lui à 17h. Et j'étais avec mon ami Rizlan, et Dr Sahel et Mme Khadija Drao. On l'attendait dans le hall de l'hôtel. Et lui, il ne descend pas. C'est un Allemand, tout en sachant que c'est un Allemand. Et en fait, il y avait ce décalage horaire entre le changement d'horaire. Et puis, lui, il avait 4 heures au lieu de 17 heures. Et on a attendu au moins 1 heure pour qu'il arrive. Alors, le deuxième couac, c'était, il nous a recommandé de prononcer les noms comme ils se prononcent chez eux. Et ça, c'était un challenge pour nous. On n'a pas réussi à le faire parce que chacun vient d'un pays différent. Donc, il fallait apprendre à prononcer chaque nom ou chaque prénom comme il se doit. Troisième couac, c'était un couac technique. On avait une équipe technique très performante, avec des outils techniques très performants. Malheureusement, et surtout cet orateur n'a pas réussi à utiliser un pointeur qui était très sensible. Et à un certain moment, il s'est énervé et il a dû prendre son micro et faire défiler ses diapos à la main. C'était une projection laser, et pour une immense laser, et le pointeur n'était pas adapté en fait. Alors le quatrième couac, c'était l'identification. Moi, j'avais la liste des orateurs étrangers, j'avais leurs photos, et à un certain moment, je vois une jeune fille qui a un badge, qui mange avec nous, et je me suis demandé qui c'était. En fait, c'était Zoé Stewart, c'est une Anglaise, et qui, d'après ses collègues, elle change de look à chaque manifestation, donc on ne l'a pas reconnue ce jour-là. Et puis, le dernier, c'est le bug informatique. Plus ou moins, on a tout réussi sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Et le jour où j'allais faire ma présentation ou bien mon workshop avec Evgenia Patrakeva, j'ai eu un bug informatique. Je n'ai pas réussi à avoir ma présentation. Ça nous a pris au moins 10 minutes pour démarrer. Et puis, on a fini cette manifestation par une séance de clôture et remise des attestations. Bien sûr, il y avait... alors, excusez-moi. C'est juste pour rappeler que l'organisation a été faite par l'agence JCI Tour. Donc, c'est une agence avec qui on travaille tout le temps et qui a réussi le challenge de cette manifestation. Et à la fin, je vous laisse regarder cette vidéo qui rappelle des moments forts de cette manifestation.
Sorry. I just want to emphasize Pardon? Nous avons commencé à délivrer les certificats, les attestations de présence et de participation à ce congrès. Merci pour votre attention. Merci, professeur Beizri, pour ce excellent reportage.